Voilà, bonjour et bienvenue dans ce Tech Talk VOD, YouTube, bonjour à vous. Bougez pas YouTube, regardez, dites bonjour à YouTube, allez, dites bonjour à YouTube, faites-vous plaisir. YouTube est toujours content qu'on leur dise bonjour, donc dites bonjour à YouTube. Donc ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, on se retrouve aujourd'hui pour un petit Tech Talk, j'espère que ça vous fait plaisir. On va reprendre un rythme un petit peu plus régulier de Tech Talk et de vidéos. Maintenant que j'ai essayé de passer des entretiens qui n'ont rien donné et que j'ai trouvé des plans B à temps partiel pour travailler qui vont du coup me permettre de faire un peu de YouTube, continuer à chercher du travail à temps plein et en même temps du coup je travaille à temps partiel, ce qui m'aide à payer mes factures, etc. Donc c'est parfait. Maman, je passe à la télé, etc., etc. YouTube aime forcément la pizza, ne vous inquiétez pas. Bonjour Dailymotion, on voit un mec qui est vraiment, vraiment très au courant de ce qui se passe dans le YouTube game. Bon voilà. Donc, et tout ça pour dire que nous, on va commencer ce petit tech talk tranquillement. Je vais rechanger de scène. Voilà, tout le monde vous a dit bonjour, c'est parfait. Vous vous aimez les uns les autres, c'est plein d'amour, blablabla. Bref, également, également, on a quelques news. Donc pour un petit programme de ce tech talk, on va commencer par parler de deux petits jeux vidéo très courts. On va faire ça très court, le tech talk, à mon avis, va durer une vingtaine de minutes, trentaine de minutes. Après, on va parler un petit peu des prix des cartes graphiques et de ce qu'on sait par rapport à leur stabilisation, augmentation, diminution, etc. On ira ensuite sur du Intel par rapport aux nouveaux processeurs qui sont sortis et par rapport à potentiellement des nouvelles cartes graphiques qui sont en train d'être développées par Intel pour concurrencer AMD et Nvidia. Et on va finir par du Ryzen et par des news sur du téléphone. Voilà. Voilà. Ajoutez Discord pour parler hardware. Ah d'ailleurs je vais aller sur Discord puis je vais mettre dans mon magnifique channel comme quoi je suis en live. Bougez pas, c'est en train de se faire. Il y a plein de gens qui me parlent. Oh wow. This is insane. Je vais aller ici. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, un jeu que j'ai découvert, je pense qu'il y a à peu près un mois. Un peu plus d'un mois. Hunt Showdown. Fait par Crytek. Crytek, ceux qui ont fait le CryEngine, ceux qui ont fait Crysis, etc. Un jeu dans lequel vous êtes soit tout seul, soit à deux. Vous êtes une équipe de chasseurs de primes précisément, et vous allez dropper sur une carte avec 5 autres équipes pour un total de 10 joueurs, grosso modo. Soit 5 autres équipes de 2, soit 5 autres équipes de mecs solo, etc. On sait jamais bien le nombre de mecs qu'il y a sur la carte. Et sur la carte, il va y avoir un boss à tuer. Il va falloir trouver des indices pour trouver l'endroit où se trouve le boss. Vous allez chercher des indices. Ça réduit la zone de la carte grosso modo possible où est le boss. Vous trouvez le boss, vous tuez le boss, vous le bannissez en enfer, et ensuite vous prenez les récompenses, les bounties, et vous essayez d'aller rejoindre un point d'extraction. Sachant que c'est le but des 5 équipes, et du coup vous pouvez vous entretuer entre vous. Un jeu extrêmement bien, qui m'a beaucoup hypé, qui était en alpha, il n'y a pas longtemps. J'ai eu accès à l'alpha, j'ai pu tester en alpha, il n'y a pas très longtemps il est passé en early access. Je ne vous dis pas de l'acheter, clairement pas. Parce que acheter des jeux en early access, c'est personnellement un truc qui me titille beaucoup. C'est un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal. Parce que t'achètes un jeu qui n'est pas fini, puis tu payes pour un jeu qui n'est pas fini. T'as le droit de dire que c'est de la merde. Mais c'est chaud parce que genre oui j'ai payé pour un jeu, mais au final ce jeu il y a plein de bugs, ou il y a des trucs qui marchent pas, il n'y a pas beaucoup de contenu, etc. Mais je voulais juste vous en parler parce que c'est un jeu que je trouve très bien, le concept est génial. Et c'était juste pour vous dire, c'est genre gardez-le dans un coin de votre œil quand il sortira d'Early Access ou quand il sera bien plus avancé dans son développement. Genre, si jamais ça vous intéresse, c'est un jeu qui est plutôt pas mal, qui est assez beau, qui demande des configs qui sont quand même assez costauds. Config minimal qui a été dévoilé. Il faut Ryzen 3 ou un i5 avec une 660 Ti de chez Nvidia, 8 Go de RAM. Donc ça c'est la config minimum pour jouer au minimum en 1080p. La configuration recommandée pour jouer en medium voire high, c'est un Ryzen 5 ou un 6500 de chez Intel, Core i5, et une GTX 970 ou une R9 390X, sachant que là vous allez avoir peut-être 40 FPS en 1080p medium high. Donc c'est quand même un jeu qui demande encore beaucoup de ressources, comme le demandait par exemple PUBG quand il était encore en early access et que c'était le début de l'early access et qu'il n'était pas du tout optimisé.
Mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, que du coup j'ai acheté en early access juste parce que je me suis hypé. Ne faites pas comme moi, ne soyez pas stupides. Salut joueur Clock, j'espère que tu vas bien. Mais regardez-le, enfin regardez-le. Vous pouvez regarder des trailers, si jamais ça vous intéresse. Moi je trouve que c'est un jeu qui est hyper intéressant. Un truc beaucoup plus abordable, qui va peut-être rappeler beaucoup de souvenirs à certains d'entre vous. Burnout Paradise a été annoncé. Alors ça je peux vous dire que moi ça m'a hypé. Hein. Moi ça m'a hypé. Donc c'est EA Games qui a annoncé Burnout Paradise remasterisé en 4K qui sera disponible sous peu sur PC, PS4 Pro et Xbox One X. Alors là, ouais, moi je suis vendu. Je suis vendu. Pour ceux qui n'ont pas joué à Burnout Paradise, eh ben vous manquez quelque chose et allez le faire tout de suite ou attendez la version remasterisée et achetez-la et jouez-y. Parce que franchement, c'est un jeu génial. C'est un jeu comme ça. Les musiques sont aux petits oignons et le gameplay est juste jouissif. Franchement, j'ai passé des heures à jouer en solo et en duo à ce jeu. C'était assez oufissime. C'est des jeux où en gros tu fais des courses de voiture, mais c'est pas des courses en mode genre réaliste. C'est très loin d'un Forza, c'est très loin d'un Gran Turismo. Ça va plus se rapprocher d'un Need for Speed. Sauf que c'est encore plus, pas casual, mais c'est encore plus derby. C'est-à-dire que les voitures, tu peux leur rentrer dedans pour les faire s'exploser, etc., etc. Tu vois. C'est genre, c'est vraiment un jeu hyper jouissif. Les voitures sont géniales en plus dedans. Les sensations sont super cool. C'est le genre de jeu où t'as des défis où tu dois faire des méga sauts avec des parcours d'obstacles et tout. Enfin, c'est genre pareil. On peut regarder un trailer si vous voulez. Hein. Genre, on peut regarder. Je vais pas mettre le son parce que sinon je vais me faire strike bien évidemment. Mais on peut regarder ce magnifique trailer. Vous savez quoi? Je vais mettre le son, mais je vais l'enlever sur YouTube. Regardez ça. Regardez ça. Absolument fabuleux. Le genre de jeu où tu vas à 300 km/h en ville, y a pas de souci. Tu sais, où tu fais des sauts, t'exploses des gens, c'est génial. En plus, voilà, il y a les 8 DLC, etc. Ils incluent tout, c'est absolument fabuleux. Ouais, tu peux voler aussi. Tu peux voler avec une DeLorean, enfin bref. Voilà. Donc voilà, le jeu vraiment, genre, j'ai été hyper hypé et il sort très prochainement, je pense qu'il sort. Quand est-ce qu'il sort? Le 16 mars pour 40$ avec tous les DLC. Et c'est pareil, je vais encore me moucher, ne m'excusez. Comment ça, faut changer de jeu? Vu et revu. Mec, vu et revu, non mais. Non mais, ce jeu, c'est genre un jeu culte, c'est comme une Need for Speed Most Wanted. C'est genre un jeu culte. Tu peux pas dire vu et revu, genre. C'est absolument génial qu'ils le sortent en version remasterisée en 4K. Genre, c'est fabuleux, c'est tout. Bref, on va continuer avec des news un petit peu plus hardware, notamment le prix donc des cartes graphiques qui ne cesse d'augmenter pour l'instant. Et oui, le prix des cartes graphiques qui ne cesse d'augmenter. Nvidia semblait avoir une solution et nous avait dit genre oui, on va essayer de réguler la production des cartes ou d'augmenter la production des cartes pour que le prix se régule et se stabilise pendant l'année. Et apparemment ils auraient pas écrit un petit communiqué, mais il aurait dit à un de ses partenaires qui s'appelle Massdrop. Pour ceux qui connaissent pas Massdrop, allez vous renseigner. Enfin bref, c'est un truc qui vend pas mal de choses, notamment du matériel informatique. Apparemment, Nvidia a dit à Massdrop que les choses n'allaient pas s'améliorer tout de suite, qu'on était loin d'une stabilisation et que les prix allaient continuer à augmenter parce que le Bitcoin reprend un peu du poil de la bête et continue à aller bien. Donc les mineurs vont continuer à se jeter sur les cartes graphiques et à en acheter masse pour faire du minage de crypto-monnaie.
Et du coup, Nvidia, qui pensait à avoir une régulation et un moyen de réguler ça assez rapidement, a fait savoir qu'apparemment les prix allaient continuer à augmenter jusqu'au moins au troisième trimestre de cette année. Donc là, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, les prix vont continuer à augmenter graduellement. Donc c'est hyper triste. Moi, c'est le pire moment pour acheter un PC gaming, quoi. C'est le pire moment. Pire moment, quoi. Il y a 1 an et demi, c'était tellement moins cher, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et que, passé le troisième trimestre, il y aura peut-être une stagnation des prix à ce moment-là, mais du coup, les prix auront déjà augmenté pas mal, quoi. Mais ça va peut-être se stabiliser après le troisième trimestre. Voilà. C'est les meilleures infos qu'on a, quoi. Génial. Content. Aurélien, je me souviens que Bob Lennon a fait une petite série détente sur le vieux jeu Burnout Paradise. C'était une dinguerie. Bah voilà. Donc non, le pire est peut-être pas à venir. Le pire est sûrement passé au niveau des prix, mais ils vont continuer à augmenter, genre puis après ça va faire foup, stabilisation. Ben voilà. Pour l'instant, on parle pas de descente des prix ni de diminution des prix, donc c'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant. Et on parle pas non plus de Volta et d'Ampère. Volta, c'est la prochaine génération d'Nvidia, et Ampère, c'est encore celle d'après, je crois. Donc ça aussi, c'est chiant. Mais en attendant, on a Intel. Intel qui va sortir un second patch pour corriger la faille Spectre. Donc faille Spectre et faille Meltdown, vous en avez entendu parler partout. Micode a fait une vidéo là-dessus, j'en suis sûr. Léo Techmaker a fait une vidéo là-dessus, j'en suis sûr. Guillaume Slash, certainement. Il y a juste moi qui n'en ai pas parlé parce que je pouvais pas faire de vidéo à ce moment-là. Qui sont quand même deux grosses failles énormes. Qui avaient été corrigées en partie pas mal. Notamment, je pense que c'était Meltdown qui avait été corrigé, mais Spectre était beaucoup plus dur à corriger. Et il semblerait que du coup Intel soit en train de mettre en place encore un second patch du son microcode pour ses processeurs pour essayer de corriger Spectre. Voilà. Donc, à la base, les patchs devaient avoir un impact sur les performances et tout, mais au final, en jeu, il n'y avait aucune différence une fois qu'on avait mis le patch. C'était plutôt pour des trucs très haut niveau d'un point de vue serveur, des applications serveurs, là où il y avait un impact sur les performances de ces processeurs-là une fois que les patchs étaient appliqués. Mais donc, du coup, c'était que voilà. Voilà. Et Intel essaie encore de limiter la casse toujours. Et ça vient corriger. En fait, il y avait 3 failles. Il y avait Meltdown, Spectre 1, Spectre 2. Il y avait des variantes. Et là, avec ce microcode, ils essaient de venir corriger la faille Spectre 2 sur les processeurs Skylake de 6ème génération et Kaby Lake de 7ème génération. Et aussi sur les processeurs Coffee Lake. Donc, le patch va être envoyé aux partenaires, à Asus, à tout le monde, qui vont les déployer sur leur carte mère dans les mises à jour de BIOS, je pense. Non, vous parlez. Non, on va pas perdre en puissance, vous inquiétez pas. C'était le premier patch qui est sorti il y a 2 mois, qui pouvait faire une petite différence de perte en puissance, qui a été déployé à travers des patchs Windows. C'est tout. Là, c'est bon, plus de perte de puissance. Mais en attendant, on continue avec Intel. Je vous l'ai dit, Intel commence à travailler sur leur propre carte graphique discrète pour des générations futures de processeurs et potentiellement une vraie carte graphique discrète. En gros, il n'y a pas très longtemps, vous avez peut-être été au courant, Intel a utilisé des processeurs graphiques de chez AMD pour les coupler à leur CPU. Grosso modo, ils proposaient, comme là on le voit sur cette image, ils proposaient un processeur Intel avec à côté un GPU de chez AMD. Un GPU discret de chez AMD, de chez Vega, souvent la gamme Vega de chez AMD. Et du coup, ils proposaient une carte, une puce, comme ça, une grande puce comme ça, hop, sur lesquelles il y avait un CPU, puis un CPU Intel, puis à côté, partie graphique, c'était AMD qui s'en chargeait avec un de leurs GPU, une puce discrète de GPU. Le GPU n'était pas intégré au CPU, il était mis à côté sur le même die, mais c'était une puce séparée. Discrete, c'est genre dédié. C'est genre un truc tout seul. C'est la différence. Les GPU discrete, ce qu'on appelle discrete en anglais, c'est comme dedicated. Souvent, c'est pas dedicated, c'est discrete. Et c'est la différence entre intégré et dédié. Ou discret. C'est genre soit la partie graphique est intégrée à ton pros, donc elle est dans ton processeur, dans le
dans la puce du processeur, soit c'est une puce externe, donc qui est discrète, qui est dédiée, qui est genre à côté. C'est ce que tu retrouves dans les cartes graphiques, toutes les cartes graphiques de chez Nvidia, c'est du GPU dédié. Et donc il semblerait qu'Intel travaille là-dessus. Pour l'instant, ils utilisent la technologie d'AMD pour leur 8ème génération de pros. Voilà. Mais, donc là on est sur la génération 8 et 9 de pros pour Intel, comme vous voyez ici. On a, c'est l'inverse, c'est processeur Intel ici, et là on a le chipset graphique discret. Donc le chipset ici, Vega, et ici la RAM, la VRAM pour le chipset. Tac tac. Donc le chipset graphique AMD Vega et la RAM pour le chipset, c'est ce qui est marqué ici. Processeur Intel de 8ème génération, un chipset RX Vega M dédié et 4 Go de HBM2 pour aller avec ce chipset là. Donc pour l'instant c'est la config actuelle. C'est la config actuelle des processeurs Intel de 8ème génération pour je pense que c'est les processeurs mobiles, c'est pas les 8600, c'est pas les 8500, c'est pas les 8700, c'est une autre gamme. Pour l'instant, c'est ce qu'ils font. Genre, c'est une gamme qui va pour les PC portables, etc., etc., les ultrabooks. Pour l'instant, c'est ça qu'ils ont. Mais voilà, Intel serait en train de bosser sur leur même solution de GPU, leur même puce GPU discrète pour les générations 12 et 13, qui vont s'appeler Arctic Sound et Jupiter Sound. Donc c'est dans longtemps, c'est genre des CPU et des GPU discrets qui vont sortir en 2020-2021. Parce que là, on est quand même au 8ème, 9ème génération. Quand on parle de génération 12 et 13, c'est dans 2-3 ans, quoi. Mais il faut savoir que Intel commence à travailler là-dessus et commence à développer leur propre carte graphique, et c'est ça qui est intéressant. Enfin, plutôt leur propre chipset graphique, et c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'était la première rumeur, et là, on a une information un petit peu plus sûre, genre, on a un premier prototype qui a été dévoilé lors d'une conférence, la ISSCC, qui est la conférence, c'est International Solid State Circuit Conference, donc qui est grosso modo la conférence internationale sur les circuits solid state, c'est le même truc que les SSD, ça se traduit pas par état solide, ça se traduit par un autre truc. Et en gros, Intel, lors de cette conférence, a dévoilé le premier prototype de ce GPU discret, de ce chipset graphique, qui faisait 64 mm en air, carré, et qui était basé sur une gravure en 14 nanomètres, et qui ressemblait grosso modo à ça. Voilà. Avec plus d'1 milliard de transistors, on a ici les entrées-sorties en termes de voltage pour le processeur, pour le chipset, qui du coup n'est plus un processeur mais qui est une carte graphique, un chipset graphique. Et du coup, ça confirme un peu la rumeur qu'il y avait, qui dit qu'Intel travaille là-dessus. Voilà, voilà. Donc Intel travaille effectivement sur des GPU et vont très certainement sortir des chipsets dédiés en carte graphique et potentiellement des cartes graphiques dédiées comme le font Nvidia et AMD. Ce qui est extrêmement, extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Un peu un autre concurrent dans le petit marché des cartes graphiques dans lequel il n'y a que AMD et Nvidia. Ce serait bien d'avoir un troisième joueur que soit Intel, surtout qu'Intel est un énorme joueur qui a énormément de fric, donc ça viendrait un peu titiller Nvidia comme ça, genre paf paf, parce que AMD a du mal d'un point de vue graphique à venir titiller Nvidia. D'un point de vue processeur, AMD a fait un très bon travail de concurrence pour venir titiller Intel, ce qui a fait bouger Intel et bouger le marché du CPU très rapidement. Le marché du CPU a évolué plus rapidement en 2 ans, enfin en 1 an et demi, donc depuis la sortie de Ryzen 1, qu'il avait évolué en 5 ans avec Intel et les FX de chez AMD. C'est ce que je disais la dernière fois, on était genre, en 5 ans, les i7 n'avaient pas changé leur nombre de cœurs. On était resté sur du 4 cœurs et 8 threads pour des i7 et des i5 avec 4 cœurs, 4 threads. En 5 ans, depuis la génération 2000. 2006, les i7 2700 ou 2600, je sais plus combien, les 3500, etc., les 4000, les i7 6700, les 7700, tous 4 cœurs et 8 fils de calcul. Ryzen sort, 6 ans de stagnation, 6 ans de stagnation technologique où Intel faisait genre un blocage, genre on fait que du 4 cœurs avec 8 fils de calcul en i7, on fait que du 4 cœurs sans hyperthreading pour les i5, du coup les jeux étaient aussi optimisés pour 4 cœurs, seulement 4 cœurs, point.
Genre si t'avais 8 cœurs, des processeurs professionnels, le jeu tournait pas mieux. Genre c'était optimisé pour 4 cœurs. Là Ryzen arrive, et là en un an et demi, bah Intel est obligé de sortir des processeurs avec 6 cœurs, ils annoncent des processeurs avec 8 cœurs, etc. etc. Genre Coffee Lake, 6 cœurs pour les i5, 6 cœurs pour les i7 avec 12 fils de calcul. Ils annoncent Cannon Lake, la génération qui sort cette année, certainement en fin d'année, avec 8 cœurs pour les i7. Genre, en 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, le nombre des cœurs a doublé chez Intel. Juste parce que Ryzen est arrivé et que, pouf, ça a fait une petite pique chez Intel qui leur a fait bien mal. Eh bien, ça serait cool que Intel puisse faire pareil chez Nvidia d'un point de vue carte graphique. Parce que pour l'instant, AMD, carte graphique, bah, ils essayent, mais AMD, voilà, ils ont tout misé. Je trouve qu'ils ont beaucoup misé sur les pros pour concurrencer Intel, ça a très bien marché. Mais du coup, niveau carte graphique, ils ont été enfin, pas très, mais ils ont été un peu à la ramasse. Vega n'a pas beaucoup bien marché, n'a pas beaucoup marché. Très mal, à mon sens. Pas suffisamment. Clairement, tout le monde va acheter du Nvidia. Presque pareil, enfin presque tout le temps. Et du coup, ça serait bien qu'Intel, qui lui est un gros joueur et qui a les moyens de faire des bons gros GPU discrets, dédiés, et qui a moyen d'avoir une bonne production de GPU, parce que AMD galère à avoir suffisamment de stock sur les Radeon Vega, et bien ça serait bien qu'Intel vienne titiller Nvidia sur leur GPU. Voilà, ça c'était mon analyse du marché des processeurs et des cartes graphiques à l'heure actuelle. Voilà. Ne me remerciez pas, ne remerciez pas, ne me remerciez pas. Et pour l'instant, on ne connaît rien sur la nouvelle gen des cartes graphiques Nvidia. J'ai pas d'infos là-dessus pour l'instant. Bref, en attendant, Intel continue à sortir des processeurs Coffee Lake, parce qu'à l'heure actuelle, ils avaient sorti. Ils n'avaient pas sorti masse processeur. Il y avait le i7 7700K, il y avait le i5 8600K, il y avait un i3 8350K, le 8100 aussi. Mais là, ils en sortent un petit peu plus. Ils sortent notamment les versions un petit peu plus mid-gamme, c'est-à-dire qu'ils sortent le 8600, donc qui est la version non K pour le i5, le 8500 qui est un petit peu moins performant parce qu'il y a des fréquences un petit peu plus basses que le 8600. Ils sortent le 8300 en i3 qui va être un petit peu plus performant que le 8100, donc un petit peu plus de fréquences, des fréquences un petit peu plus hautes. Ils sortent deux déclinaisons de Pentium et deux Celeron pour l'entrée de gamme, vraiment le bas de gamme, et les Pentium qui, à mon avis, vont être très bien. Les G5500 et 5600, à mon avis, vont être pas si mal. Donc là, voilà. Est-ce que j'ai les... Oui, on a les fréquences. Donc, le 8600K tourne à 3.6, le 8600 non-K à 3.1, le 8500 à 3... Ah, je pensais qu'il allait y avoir plus de différence entre ces deux-là. Genre 3.6, 3.2 et 2.9, tu vois. Ces deux-là sont très proches. Hein. En même temps, il y a 20$ de différence, je pense. Ouais, c'est pas énorme. Le 8300 tourne à 3.7, ce qui est vraiment pas dégueu, mais encore juste 1 GHz de différence par rapport au 8100. Et après, les Pentium qui sont quand même plutôt pas dégueu, parce que 2 cœurs, 4 fils de calcul à 3.9 GHz, ça envoie du pâté quand même. 3.9, c'est bon pour un processeur dual-core, quoi. Donc voilà, Intel sort un petit peu plus de processeurs, ils auront un peu plus de stock sur Coffee Lake, ce qui est en même temps pas si mal. En attendant, on a AMD. AMD qui bosse sur Ryzen 5 2, donc la deuxième génération des processeurs Ryzen, donc Ryzen 5 2600, Ryzen 7 2700, 2800. Donc non-code Pinnacle Ridge, et apparemment les premières performances ont commencé à leaker, et les Ryzen 5 les Ryzen 5 2600 seraient 15 à 20% plus rapides en performance single cœur par rapport au Ryzen 5 1600. Donc ce qu'ils ont fait grosso modo sur cette deuxième génération de Ryzen, c'est qu'ils ont essayé d'améliorer l'architecture de Ryzen 1 sans tout changer. C'est juste ils poussent un petit peu sur la même architecture, ils augmentent un petit peu les fréquences certainement, et là hop, ils changent un petit peu 2-3 trucs et vous avez plus de performance. Donc ils ont également changé leur vitesse de leur gravure, mais ça reste la même architecture Ryzen 1. Donc c'est tout basé sur la même architecture Ryzen. C'est pas genre un renouvellement de l'architecture totalement. C'est comme chez Intel quand ils sortent une première génération, puis après ils sortent une deuxième génération qui est basée sur la même architecture que la première, mais juste un petit peu plus optimisée, tête gravée en plus bas et en un peu plus performant. Donc là on passe sur du 12 nanomètres,
toujours 6 cœurs, toujours 12 fils de calcul pour le Ryzen 5, des fréquences un petit peu plus élevées comme on peut le voir, donc 2 GHz, 0.2 GHz de plus en base clock et en boost clock, et pour la même consommation, avec toujours pareil le même quantité de cache. Et donc du coup on aurait environ une augmentation des performances de 15% en single core. À voir ce que ça va donner en multicore. Je pense qu'en multicore c'est à peu près pareil, ça doit être aux alentours des 15%, 14% en multicore. Non, même plus que ça, 15% en single core et 30% en multicore. Donc c'est quand même pas dégueu. Parce que c'est un Geekbench, ils ont lancé un Geekbench. Donc je pense qu'il faut s'attendre à ce que Ryzen 2, la deuxième génération de Ryzen, soit quand même pas mal et apporte encore une bonne amélioration au niveau des performances et fasse encore un petit peu mal à Intel. Donc que ce soit les Ryzen 5 et les Ryzen 7, s'ils suivent à peu près tous cette évolution en termes de performance, c'est-à-dire qu'on gagne entre 14 et 25% de perf en plus suivant les applications et les utilisations pour l'ensemble des Ryzen 2 par rapport au Ryzen 1, ça sera excellent. Ça sera excellent. Je trouve ça vraiment génial. Pas encore de version de 10 cœurs du coup. Non, ça sera pour Zen 2, la seconde architecture. L'architecture qui viendra plus tard, je pense. Bon, on va continuer avec le Samsung Galaxy S9 et S9 Plus. On peut en parler. On peut en parler comme si les téléphones avaient déjà été annoncés. Ça, c'est un point que je trouve un petit peu dommage parce que maintenant, le téléphone n'est pas encore sorti, n'est pas encore annoncé officiellement par la marque, qu'il y a tellement de leaks à gauche, à droite, que tu sais déjà tout du téléphone. Genre, ça sert à rien de faire une conférence limite. Genre les mecs vont faire une conférence pour le Samsung Galaxy S9, tu vas faire une conférence pour l'iPhone qui viendra après l'iPhone 10, sauf qu'en fait tout le monde sait déjà quasiment tout sur le téléphone à cause de tous les leaks. Donc je trouve ça un petit peu stupide, je trouve ça un petit peu dommage parce que voilà, ça te spoil un petit peu le suspense de oh qu'est-ce qu'ils ont fait cette année pour tel téléphone et tout, tu vois, genre parce que en fait t'es déjà au courant de toutes les fonctionnalités et puis de même la gueule du téléphone. Tu peux pas te dire genre tu peux pas être surpris quoi, tu peux pas dire oh waouh ils ont totalement changé le design. Bah non, il reste sur les mêmes designs puis on le savait déjà. Mais le S9 et le S9 Plus ont l'air quand même des bons téléphones, encore une fois assez haut de gamme. Premier truc que j'ai remarqué c'est qu'ils ont changé la position du capteur d'empreinte digitale, ils l'ont mis juste dessous, là, normalement, juste au-dessous des appareils photo, qui est une position qui, pour moi, est certainement la mieux. C'est genre, soit tu le mets devant, soit tu le mets devant ici, comme sur le OnePlus 3, OnePlus 5. Sauf que du coup, tu es obligé d'avoir ton écran qui s'arrête, qui prend pas tout la façade, puis du coup, tu peux pas vraiment avoir un écran qui est genre borderless ou kinda borderless. Donc, soit tu le mets derrière, genre au niveau du pouce, et puis là, il faut bien le placer pour pas que ce soit trop haut ou trop bas. Là, à mon avis, il est plutôt bien placé. Les appareils photo qui sont derrière sont également, à mon avis, très très bons. Deux capteurs de 12 mégapixels, donc avec stabilisation optique et des ouvertures focales qui sont à 1.5 et 2.4. Donc il n'y a pas une focale qui est fixe entre les deux trucs. Ils ont chacun une focale différente enfin pas une focale différente, ils ont chacun un range de focale qui du coup c'est mieux qu'avoir juste une focale fixe. Tu peux au moins genre régler ta focale entre 1.5 et 2.4. Ce qui est, je trouve, ça va être génial. Ils ont même apparemment une technologie qui fait que tu peux genre combiner jusqu'à 10 ou 12 photos que tu as pris en une seule photo, ce qui fait que tu as genre une qualité de fou sur une photo, parce qu'au final c'est une composition de 12 photos différentes. Merci Destroyer36, hein, toi aussi t'es moche et t'es nul, bien évidemment. À moins que tu parlais pas à moi, dans ce cas-là je suis désolé et tu es une très belle personne. Bref, à l'avant, on a également une caméra frontale de 8 mégapixels avec une focale en 1.7, ce qui est aussi extrêmement intéressant pour tout ce qui est basse lumière, parce que aussi je l'ai pas dit, mais les focales 1.5 et 2.4, d'un point de vue performance de l'appareil photo en basse luminosité, à mon avis, ça va être pas mal, et au niveau de la frontale aussi. Ça peut record jusqu'en 960 fps, avec un mode de capture super slow motion. Je sais pas c'est quoi la résolution dans laquelle ça peut capturer ça, mais si ça capture ça genre en 720p, puis qu'en 1080p tu peux avoir genre 480 fps, c'est déjà genre insane. À mon avis, ça va faire du 4K 60 fps, voire 4K 60 fps, si ce n'est plus, mais à mon avis, ça va 4K 60 fps, 1080p 400 fps, 720p ou 900p 900 fps. Bref, what the fuck quoi, le mec vont faire des trucs de slow-mo de fou là-dessus. Ils introduisent les emojis
en 3D, comme le fait iPhone avec son iPhone X. Donc en utilisant la caméra frontale, il n'y a pas besoin d'avoir une pléthore de capteurs comme le fait Apple. Je vous le dis, d'un point de vue scientifique et technologique, il n'y a pas besoin d'avoir autant de capteurs que ce que fait Apple. Genre, il n'y a pas besoin d'avoir un truc qui te projette des points partout sur la gueule, etc. Enfin, tu peux le faire sans ça. Genre, c'est juste que ça te demande un logiciel, des logiciels plus robustes derrière et une partie software plus robuste qui peut-être demande un petit peu plus de développement et de recherche pour avoir un truc qui soit bon. Donc ça doit peut-être coûter un petit peu plus cher de mettre juste un appareil photo et un truc infrarouge pour le faire dans la nuit que de mettre genre pléthore de capteurs. Après, pléthore de capteurs, c'est sûr que ça sera toujours mieux, mais tu peux déjà avoir des résultats vraiment pas dégueux et vraiment bons, juste avec un appareil photo standard, genre, ou même juste avec une webcam. Donc là, ils introduisent ça. Voilà, ils copient un petit peu, ils copient complètement Apple, hein, clairement. Ça va être basé sur du Snapdragon 845, je pense. Ça va avoir 4 Go ou 6 Go de RAM. À 18h, il a été annoncé au MWC. Ouais, peut-être, possible. 4K en 2 FPS. 960 FPS en 720p, impossible, ce sera en 360. Ouais, j'en sais rien. Ça, au niveau des FPS, la résolution pour le 960, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'à mon avis, ça sera genre 4K 60, 1080p. À mon avis, ça va être du 120-180 FPS en 1080p. Euh, Après, en 720, ça va peut-être être du 400-500 FPS. Puis le 960, on va voir. Donc 4 Go et 6 Go de RAM sur le S9 et S9 Plus respectivement, 64 Go de stockage interne, un écran AMOLED en 1440p, donc une qualité encore géniale. Les écrans de Samsung de toute façon sont généralement très bons. Ça supporte Dolby Atmos, ça a des speakers stéréo, etc. USB-C en chargement, une batterie de 3000 mAh et 3500 mAh respectivement pour le S9 et S9 Plus, donc ça devrait tenir pas mal la charge. Voilà, grosso modo, on sait tout. Le seul truc qu'on sait pas, je pense, c'est le prix, et à mon avis, ça sera 1000 $. Enfin, genre, à mon avis, ça va être 1000 euros. 1000 € le S9 Plus. 1000 euros, 1100 €. À mon avis, ça va être ça. Mais, téléphone extrêmement haut de gamme. Ce qui en soi est une bonne chose pour venir concurrencer l'iPhone X. Et d'ailleurs, l'iPhone X, parlons-en. Apparemment, il y aurait un leak d'écran d'iPhone X de taille plus grande. Comme vous pouvez le voir, à cette magnifique image d'une personne qui tient un écran d'un iPhone X, parce que clairement c'est très reconnaissable avec la petite encoche au-dessus, qui fait beaucoup plus que la taille standard d'un iPhone X. Donc il est possible que Apple prépare des iPhone X Plus, comme pour l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, qui sont des déclinaisons plus grandes de leur téléphone. Donc il est possible qu'ils fassent un iPhone X Plus qui soit bien plus grand et qui ait à peu près un écran qui fasse 6.5 pouces. Voilà. Et il se peut qu'il soit annoncé en 2018. On ne sait pas encore. Et on va passer sur la dernière news, qui est un truc assez intéressant, qui est un truc assez drôle, qui n'a absolument rien à voir, mais qui est une vidéo de rendu photoréaliste en temps réel. Donc là, c'est même pas du rendu genre qui a tourné pendant des heures et des jours sur un PC et ensuite pour faire cette vidéo et ensuite on vous montre cette vidéo. Non, c'est du rendu en temps réel. Donc l'image est calculée directement en live sur le PC par le GPU et du coup la qualité qu'on a c'est du temps réel. Bon, c'est sûr ça demande un matos de fou. C'est genre niveau technique, ça tourne sur un i7 5960X, 64 Go de RAM de chez Corsair et un SLI de GTX 1080 Ti. Et c'est un artiste 3D qui s'appelle Rens, qui a travaillé pour Battlefield 3 et Battlefield 4 chez DICE, qui a fait ce rendu-là. Et j'aimerais bien savoir trouver sur quoi il l'a fait. Il l'a fait sous l'Unreal Engine 4, qui est grosso modo un très gros moteur 3D pour le jeu vidéo et pour les graphiques. Enfin bref, c'est un moteur de jeu. Et il a fait ce truc-là. Je vais le mettre en plein écran et je pense que vous allez voir, ça va vous arracher la rétine. Et personnellement, j'ai du mal à me rendre compte que c'est un truc rendu en temps réel et que c'est un truc genre c'est un truc généré par un PC quoi. C'est tellement photoréaliste, c'est impressionnant. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? À mon avis, vous n'êtes pas prêts. Je vais mettre un petit peu de musique vite fait, tac tac, hop, je vais mettre le son. Allez.
Je vais régler la qualité. Bon, on va se mettre en 1440p pour le LOL. Et c'est parti. Et voilà. Voilà. Bah, de toute façon, je peux vous mettre le lien de l'article dans la description pour que vous puissiez voir la vidéo. Et je pense que là, c'est assez insane, quoi. C'est assez insane. Et en plus, oui, du coup, comme ça, vous pouvez la voir. Et en plus, c'est fait en temps réel. C'est ça qui m'impressionne. Bref, c'est tout pour cet TikTok. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui regardent en VOD, n'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et comme d'habitude, moi, je vous dis à ciao, bonsoir.